Bien bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne livresque au boudoir de Candy Shy et aujourd'hui on va faire une gazette livresque. Et non, vous ne rêvez pas, elle va faire une gazette. Oui, je me suis laissée submerger par le temps, par l'envie, voilà, par le fait d'avoir un rythme ralenti. Le tout premier dont on va parler, c'est Une douce odeur de pluie de Jojo Moyes, qui est un des premiers romans que l'auteur a écrit, qui a été réédité chez Milady. C'est un contemporain où on va suivre Sabine, qui est en conflit avec sa mère Kate. Et du coup, sa mère Kate décide de l'envoyer en vacances chez ses grands-parents en Irlande. Elles vivent toutes les deux à Londres, elles sont toutes seules. Kate a retrouvé un petit ami qui n'est pas le père de Sabine, bien évidemment, et elle est en pleine rupture pour partir avec un autre. En fait, Kate est quelqu'un qui est très changeant, qui n'arrive pas à trouver de relations stables dans ses relations amoureuses. Ça fait pâtir sa relation avec sa fille. Elle, Sabine, par contre, parce qu'elle est très en colère contre sa mère. Et donc, du coup, elle part en Irlande chez ses grands-parents, donc Joy et Edward, qui ont une grande demeure. C'est une bourgeoisie irlandaise. Et sur le déclin, puisque rien n'a été entretenu et les grands-parents commencent à avoir un certain âge. Donc, pour Sabine, ce catapultage-là, dans ce petit village irlandais, au fin fond de tout, sans internet, sans téléphone portable, etc., c'est voilà, c'est très compliqué tout ça quand même. Voilà pour à peu près le résumé. Donc on va suivre ces trois femmes qui sont à trois générations différentes. Joy est maintenant une personne âgée. Sabine est une jeune fille de 16 ans. Voilà, donc du coup, deux univers qui se catapultent. Elles n'ont pas trop appris à se connaître entre grand-mère et petite-fille. Sabine tombe dans un bureau qui appartenait à Edward et elle tombe sur le passé de ses grands-parents et de sa mère. Famille et qu'elle ne connaît pas au final, puisque Kate a quitté sa mère, ses parents très très jeunes, à 18 ans. Voilà, ils étaient en conflit perpétuel et donc du coup, Kate a voulu faire sa vie. Et du coup, Sabine tombe sur le passé de ses grands-parents et de sa mère, et donc se fait une idée de tout ça, et de l'amour exceptionnel que se portent Joy et Edward. On suit des problèmes générationnels, des conflits qui datent d'il y a longtemps, une famille qui n'arrive pas, dysfonctionnelle, qui n'arrive pas à se parler, et au fil de l'histoire, grâce à Sabine et à pas son enquête, mais son immersion dans cette nouvelle famille où les gens à son contact changent au fur et à mesure, on va en apprendre plus sur cette famille et qu'est-ce qui s'est réellement passé de ces relations mère-fille, de ces relations entre Joy et Edward, qui est un amour passionnel. On va apprendre tous ces secrets. Voilà, donc c'est un roman secret de famille, on va dire, où on suit ces trois générations dans une petite ville irlandaise, dans un petit village irlandais. Donc j'ai beaucoup apprécié le lieu. On a eu droit à Joy jeune et on retrouve une Joy, grand-mère, totalement différente, complètement coincée, fermée. Du coup, on comprend pas trop. Et quand on a les tenants et les aboutissants de l'histoire, ben vraiment, ça m'a fait mal au cœur. Vraiment. J'ai senti cette peine et cette résignation de Joy qui m'a profondément touchée. Et par moments, on ne comprend pas trop les réactions des personnages dans l'histoire. Et c'est quand on a les réponses à tout qu'on comprend pourquoi ils réagissent de telle façon. On comprend pas toujours. Et en fin de compte, on comprend après. Donc ça reste une bonne lecture. Mais si je dois, dans ces cas-là, le comparer à d'autres lectures de Jojo Moyes, ce n'est pas le meilleur. Voilà, c'est tout. Sinon, c'était une bonne lecture. J'étais contente de retourner dans un Jojo Moyes. Elle sait toujours nous embarquer... avec des personnages touchants et en même temps des relations très, très réelles, très ancrées dans la vie de tout le monde. Donc du coup, on peut s'identifier assez facilement à ces personnages-là, à leurs conflits et leurs problèmes. Et du coup, c'est ce que j'aime chez elle. Ici, comme je vous dis, c'est pas mon préféré. Voilà, je me suis un peu ennuyée par moments avec le personnage de Sabine, qui est une adolescente de 16 ans. Sa colère et un peu son égoïsme, mais ça c'est je pense dû à son âge, m'ont agacée par moments. Et voilà, donc du coup c'est pour ça. Donc du coup ça reste quand même une bonne lecture. J'ai beaucoup aimé Kate, la mère de Sabine, qui morfle. Franchement par moments, Sabine mériterait de prendre une tarte et d'essayer d'être moins virulente avec sa mère. Après, on comprend sa colère, hein. Je juge pas ça. Je comprends tout à fait cette gamine qui sait plus où elle en est.
mais je l'ai trouvé très très dur avec sa mère, quoi, voilà. Donc du coup, c'est une bonne lecture, je lui mets un 16 sur 20. Ensuite, je vais vous parler de Maxime Chatham avec Le Signal. Ici, on est dans un thriller fantastique. J'ai lu de l'auteur La Trilogie du Mal, que j'avais adoré. Alors par contre, il faut que je le relise parce que ça fait moult temps, mais je me souviens quand même de mes réactions lors de cette lecture de cette trilogie de fou, de main de maître, je trouve. Du coup, là, ici, on est dans un fantastique, donc du coup, on est complètement ailleurs. Hein. On est dans une petite ville où les Spencer, une famille de 2 garçons et d'une petite fille, avec leurs parents, débarquent dans cette nouvelle ville, s'installent dans cette maison, et on va dire que des problèmes surviennent dans cette ville au fur et à mesure, entre disparition, suicide, enfin voilà, il se passe des choses au fur et à mesure, plus dans cette maison qui nous paraît hantée, voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Donc Maxime Chatham met 740 pages pour nous le raconter, donc il fallait quand même, être bien paré. Cette lecture, je l'ai fait pour le book live avec Tessa et Moody, où on a fait le live le 14 novembre. Je vous mettrai le lien par là, hein, pour que vous puissiez aller voir si le cœur vous en dit. On a des avis à peu près similaires sur cette histoire-là, même si moi j'ai trouvé que par moment, c'était un peu long, parce qu'il fallait s'enquiller 740 pages. Hein, j'ai pas l'habitude des gros pavés, tout au niveau de l'épaisseur du roman, où on a l'impression de ne pas avancer. Donc du coup, ça frustre un petit peu. Même si l'histoire est entraînante, vraiment c'est bien dosé. Les bases sont mises d'entrée. C'est-à-dire que dans les 2 premiers chapitres, vous avez les bases qui sont posées. C'est-à-dire que vous savez dans quoi vous mettez les pieds. Et c'est vrai que Maxime Chatham, au niveau des descriptions de morts, hein, de sang, etc., il est vraiment doué. Vous avez l'impression d'être comme si vous étiez devant un écran de télévision en train de suivre un film d'horreur. Moi, c'est ça qui m'a percuté, et c'est le méga point positif du roman, c'est-à-dire que c'est un film. C'est vraiment un film. Ça m'a fait passer à un mélange de plusieurs films, de plusieurs auteurs. Donc tout d'abord, ça m'a fait penser à Stephen King, beaucoup, hein, à Cimetière, dans cette petite ville un peu spéciale, où il y a un cimetière spécial, enfin voilà. Ça m'a fait penser à Dom, parce que dans cette histoire, Chatham décide de suivre plusieurs groupes ou personnages dans l'histoire. Donc on va suivre le groupe des enfants, des Spencer plus leurs copains. On va suivre les parents Spencer. On va suivre un enquêteur de la police. Donc on va suivre plusieurs personnages. Une médium. On va suivre plein de personnages dans cette histoire, où on va revenir de chapitre en chapitre, les retrouver dans leur situation du moment. Ce qui m'a frustrée, c'est ces personnages qui n'en font qu'à leur tête et qui décident de tout cacher et de ne pas dire la vérité. Du coup, on se dit, mais si t'avais parlé, mon gars, si à ce moment-là, tu t'étais dit, je vais leur dire ce qui se passe, et du coup, ils auraient rassemblé leurs idées beaucoup plus vite, et il y aurait peut-être eu... l'histoire aurait pris un autre chemin, voilà. Que tout c'est mort au fil du temps. Donc c'est un roman accrocheur. Vraiment, le truc, c'est qu'on a l'impression d'être dans un film. C'est impressionnant. Alors les scènes de mort, de meurtre, de disparition, etc., sont pépites de chocolat. Hein. C'est assez gore, c'est hyper bien détaillé. C'est super bien détaillé surtout, c'est-à-dire qu'on a l'impression, nous lecteurs, de vraiment avoir la scène devant les yeux. Et c'est ce qui est compliqué des fois quand on lit et qu'on a de la description par les auteurs, c'est des fois de s'imaginer la scène. Ah bah là, je peux vous dire que vous l'imaginez très très bien. Voilà, donc c'était une très bonne lecture, mis à part que c'était un énorme blocos de 740 pages et que du coup ça m'a pris du temps à le lire. L'entrain du fait de voir les pages défiler à coups de... On a l'impression d'en lire 10 alors qu'on en a lu 30, mais on a l'impression d'en avoir lu 10. Donc du coup ça pète le rythme lecture que l'on peut avoir habituellement, et du coup on a la cadence qui... Voilà, et du coup ça fait on se dit...
allez, j'y retourne. Même si l'histoire, je vous dis, était vraiment sympa. J'aime beaucoup ce côté fantastique qui m'a fait penser, comme je vous dis, à Cimetière, à Dôme. Ça m'a fait penser à Amityville, à tous ces films d'horreur qu'on peut regarder et qu'on prend super plaisir à regarder. Il manquait plus que la musique, en fait, derrière, en fond sonore, pour avoir vraiment le film d'horreur. Voilà, donc c'était un très bon Chatham. J'avais pas lu de Chatham depuis 20 ans, je pense. Parce que la trilogie du mal, je l'ai lue, mais alors depuis... Il faudrait que je regarde à peu près quand est-ce que j'ai pu lire ce roman-là, mais ça date. Hein. Je peux vous dire qu'il... Ouais, oui, ça fait très très longtemps. Donc du coup, c'était plaisant de retourner dans un Chatham. C'est incisif aussi quand même, c'est gore à souhait. C'est hyper bien mené parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Voilà, il prend une trajectoire voilà, qui fout peur au lecteur un petit peu. Il replonge un petit peu dans la réalité, mi-fantastique, mi-réalité. Du coup, ça fait flipper un peu le lecteur. À aucun moment, j'ai eu voilà, peur de continuer. C'est-à-dire, voilà, moi, j'aime bien tous ces trucs, voilà, j'aime bien tous ces scènes où... Et en plus, comme je vous dis, on l'imaginait tellement bien, on se dit, mais là, mon pauvre, tu vas te faire... Il n'y a qu'une scène d'une des femmes, là, avec des lames de rasoir. Il y en a une lame de rasoir qui va dans un endroit, voilà, là, ça m'a... Parce que, comme je vous dis, vous l'imaginez. Voilà, sinon, le reste, voilà, ça reste du classique, si je peux pas trop dire ce mot-là, classique dans l'esprit horreur fantastique. Voilà, il a toutes les bases requises. Si vous aimez le gore et que vous aimez l'horreur, je pense que ce roman-là, il peut que vous plaire, vraiment. Hormis, voilà, vous êtes pareil, il fait 740 pages, il faut être pareil à l'aventure. À partir de la moitié, on va dire que ça coule beaucoup plus et que du coup, vous avez le rythme qui s'accélère parce que du coup, vous vous dites, mais voilà, ça s'accélère pour tous vos personnages parce que du coup, on décapite à tout va autour et le cercle, eh bien, il se restreint et que du coup, vous arrivez un peu plus sur vos personnages principaux à qui vous commencez à avoir les chocottes pour eux et que vous appréciez de plus en plus et voilà quoi. Et donc, du coup, ça se décime à l'appel. Et donc, du coup, il y a des personnages voilà, pour lesquels je m'étais attachée. Du coup, tout ce qui leur arrive, les traumatismes, etc., c'était vraiment dur. Voilà. Parce qu'on s'attache à eux. Et oui, on a 740 pages pour s'attacher à eux. Alors, on a largement le temps, les gars. Hein, donc, c'est une très bonne lecture. Je lui mets un 17 sur 20. Le dernier roman dont je vais vous parler, on change de registre encore une fois, on passe à de l'urban fantasy avec Amber Farrell, le tome 2, La Voix du Dragon de Mark Henrik. Ici, on est dans l'urban fantasy pure et dure, pas de romance paranormale et tout ça. Ici, on suit Amber, nouvelles aventures. Alors, on quitte Amber à la fin du tome 1, on la reprend pile ici, à la fin de là où on l'a quitté précédemment. Encore une semaine difficile pour Amber. Alors l'auteur a choisi depuis le départ de scinder l'histoire de Amber en semaine. Donc on suit Amber tous les jours, du lundi au dimanche. Et je peux vous dire qu'elle en une semaine, eh bien, il en arrive des choses. Et donc du coup ici, encore une fois, elle continue la découverte de ce qu'elle est. Et c'est encore plus complexe que ce qu'on s'attendait au départ. Elle mène toujours des enquêtes. Enquête qui était au premier tome et qui n'est toujours pas finie, donc on la poursuit ici, c'est ce que j'aime bien. Voilà, c'est vraiment, on a vraiment une bonne continuité des événements avec le personnage et avec ce qui lui arrive autour. On apprend encore un peu plus sur ce qu'elle est. Et là, ça s'étoffe bien. Alors, c'est un mélange, cette série, de Charlie Davidson pour le côté enquête et tous ces personnages un peu fantastiques autour. Et en même temps, ça m'a fait penser aux Vampires de Chicago. Je ne sais pas si vous connaissez la série, je pense que oui quand même. Pour ceux qui sont adeptes du Urban Fantasy, c'est une des meilleures sagas du Urban Fantasy. Moi, j'ai arrêté après le tome 4. J'ai le tome 5 qui traîne dans ma pile à lire. J'ai pas aimé la façon dont l'auteur m'a amené le tome 4. Du coup, j'ai arrêté brutalement et j'ai jamais repris. Et ça m'a fait penser à ça parce que l'univers de Amber est scindé en maisons de vampires. Et c'est le même principe que dans la série Les Vampires de Chicago, où pareil, c'est scindé en maison. Voilà. Donc il y a des ressemblances dans d'autres séries d'Urban Fantasy que j'aimais bien et que j'aime bien. Donc du coup, on fait des ramifications là-dessus. On suit donc toujours Amber dans ses folies parce qu'elle a toujours la tête dans 36 000 choses et du coup à chaque fois il lui arrive plein de péripéties. Mais c'est surtout aussi très politique, donc il n'y a pas toujours de l'action. C'est surtout des événements qui vont
engendrer d'autres conflits pour Amber, et donc du coup, elle va devoir aller discuter avec les uns et les autres. Voilà, c'est très parlementé. Je pense que ça va se compliquer encore plus dans le tome 3, parce que Amber, à la base, était militaire. Elle a quitté l'armée avec perte et fracas pour ce qui lui est arrivé. Du coup, elle avait l'obligation de taire ce qu'elle avait fait dans l'armée. Et je pense que l'armée va venir mettre son grain de sel maintenant, au fur et à mesure que l'aventure d'Amber continue. J'aime beaucoup. Il y a quelques difficultés sur... quelques difficultés, pas des difficultés, mais sur la compréhension de l'univers, ou de la façon de vivre d'un vampire. Voilà. Moi, j'adhère pas à la façon dont l'auteur essaie de me faire venir le truc de clan charnel. Voilà, où Amber va avoir plusieurs liaisons, si je peux appeler ça comme ça. Moi, du coup, voilà, je suis pas plusieurs liaisons, je suis très exclusif. À moins que ça soit super bien amené, mais là, c'est pas le cas parce que du coup, un des personnages de ce roman-là, je l'adore, et l'autre personnage féminin, parce qu'il y a de la bisexualité, etc. dedans, je ne l'aime pas. Voilà. Je n'adhère pas depuis le tout début où elle l'a rencontré, je n'adhère pas du tout. Donc du coup, c'est difficile pour moi d'accepter cette relation, qui est totalement acceptée par le reste du clan, qui est acceptée par tous les protagonistes, mais moi non. Voilà. Donc du coup, ce tome 2, je l'ai lu assez vite, hein, parce qu'il fait plus de 500 pages. Je l'ai lu assez vite, j'étais bien dedans, on passe bien les chapitres, c'est entraînant, j'aime bien Amber, j'aime bien l'univers, c'est assez dense, c'est bien mené, et je sais pas où l'auteur va nous amener avec tout ça. On sent que Amber est quand même un personnage particulier, assez différente des autres vampires, des différentes maisons que l'on peut rencontrer. C'est un personnage assez spécial. Elle a d'autres cordes à son arc, et j'aime beaucoup toutes ces choses que l'auteur a créées autour de ce personnage-là, et la complexité de ce personnage-là. Je trouve ça génial. Je ne sais pas où la suite va nous mener. Elle a une relation forte dans ce tome-là, qui était présente dans le tome 1, mais beaucoup moins, parce que c'était le début. Donc ici, on continue la relation, il y a quand même une romance également, mais j'appellerais pas ça une romance proprement dite, j'appellerais ça plus une relation, une union, voilà, plus qu'une vraie romance. Voilà. Donc je ne peux pas vous en dire plus parce que j'en dirai trop, et je veux que vous gardiez la découverte de cette saga qui, moi, me plaît beaucoup. Donc ici, c'est encore une excellente lecture. Je lui mets un 17 sur 20. On a fait le tour des 3 lectures que je voulais vous présenter, dont j'avais besoin de vous parler. J'espère que j'ai été assez concise dans mes avis. 3 lectures différentes, un contemporain, un thriller, un urban fantasy. Ça me laisse des lectures différentes, j'aime beaucoup. C'est des lectures que j'apprécie fortement. Du coup, petit aparté avant de finir la vidéo, pour vous dire que j'ai créé le groupe Facebook de la chaîne et du blog Au Boudoir de Candy Shy. Le groupe, elle s'est crevé le cul, la nénette. Hein. Oui, donc si vous voulez nous y retrouver, on est quelques-uns pour l'instant. Donc je remercie à tous ceux et toutes celles qui m'ont rejoint là-bas déjà. J'espère que d'autres suivront, que vous viendrez nous rejoindre. Voilà, ça sera la baba cool, hein, ça sera histoire de partager, de discuter, d'avoir des questions éventuelles sur des prochaines sorties, sur des débats, sur des lectures communes. Voilà. L'histoire, c'est de partager au maximum avec vous. En attendant, je vous laisse là. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures. Bisous, câlins.